Madison avait vécu seule avec son fils handicapé pendant près de 12 ans sur un terrain dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. Pour les autres, elle n'était qu'une vieille femme noire vivant en retrait, à la lisière d'un hameau endormi au pied de la crête de fer, là où les chemins de gravier s'effaçaient dans la poussière et le silence. Son fils, Malik, était paralysé des jambes depuis ses 19 ans. Un accident de voiture, avait-il dit, mais Madison n'avait jamais cru que les freins avaient lâché par hasard. Pas après les menaces, pas après les regards en coin, pas après ce que son mari avait découvert avant de mourir. Les gens pensaient que Madison était faible parce qu'elle boitait et étendait son linge avec un bras levé trop haut à cause d'une vieille blessure à l'épaule dont personne ne parlait. Ils ne savaient pas qu'elle avait été tireuse d'élite dans les forces spéciales, déployée 2 fois dans des opérations classifiées. Ils ne savaient pas les années passées à l'entraînement, en reconnaissance, à éliminer des menaces que les journaux n'évoqueraient jamais. Malik observait la scène depuis les caméras qu'il avait bricolées dans sa chambre. « Il reviendra, » dit-il doucement. « Ils reviennent toujours. » Ils revinrent. 2 nuits plus tard, les pneus du vieux pick-up furent lacérés. Pas assez pour l'immobiliser, juste assez pour faire passer un message. Une semaine après, une chèvre fut retrouvée morte près de la clôture ouest. Pas de morsure, pas de griffure, juste de la mousse blanche au coin des lèvres. Empoisonnée. Madison ne s'énerva pas, ne cria pas. Elle renforça les portes de l'étable, tendit du fil de fer sur le périmètre et souleva la bâche qui couvrait une vieille mallette. À l'intérieur, le fusil était intact. Nettoyé chaque année, comme un rituel que le temps n'efface pas. Malik installa les détecteurs de mouvement, relia les caméras à une unité solaire dans le grenier et reconfigura l'ancienne antenne radio pour brouiller les fréquences dans un rayon de 200 mètres. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient la précision. Et quand on est en infériorité, la précision est tout. Quelques jours plus tard, ils vinrent en force. 3 véhicules sans plaque. Moteur coupé avant même d'arriver dans l'allée. 9 hommes descendirent, coordonnés, équipés pour un assaut, pas pour une négociation. C'est Malik qui sentit le sol vibrer le premier. Madison était déjà en position, le fusil calé contre le rebord du vieux silo, sa respiration calée sur le vent. Elle compta. 1 vers la gauche, 3 vers l'étable, les autres vers la maison. Le premier tir fut chirurgical, épaule, haut du bras, suffisant pour le mettre à terre sans le tuer. Le deuxième frappa un bidon près du tracteur, piégé par Malik avec du vieux matériel et des engrais. L'explosion embrasa la nuit d'orange. Ils se dispersèrent. Le mot « tireur » éclata dans la cour comme une détonation. Ils tentèrent de se regrouper. Trop tard. Madison glissait déjà dans le fossé d'irrigation creusé 2 étés plus tôt, parfait abri entre 2 postes. Elle les neutralisa un à un. Pas de mort. Pas encore. Juste des avertissements. L'un tenta de contourner par la terrasse arrière. Malik coupa l'éclairage, déclencha la fumée depuis sa console et murmura dans l'intercom « À genoux, côté gauche ». Madison surgit du cellier, arme courte au poing, et l'atteignit au genou. Il hurla. Elle ne broncha pas. Il n'était pas prêt. Pas pour une femme qui défendait sa maison comme une zone de guerre. Pas pour un fils en fauteuil, capable de suivre leurs moindres mouvements comme un analyste satellite. Quand ils battirent en retraite, 3 étaient blessés, 2 inconscients, et un attaché à la roue arrière du tracteur après avoir été désarmé au couteau. Les autres s'enfuirent dans les bois, traînant leur plan avorté. Le lendemain, Madison rédigea un rapport qu'elle transmit à une enquêtrice de la région qu'elle connaissait. Sa main ne tremblait pas, mais le stylo semblait plus lourd. Pas de peur, juste le poids de la certitude. Ce n'était que le début. Un rapport, c'est du papier. Et le papier disparaît. Il brûle. Il s'égare. Elle l'avait vu tant de fois. Le commissaire ne ferait rien. Il était impliqué. Depuis longtemps. Un homme qui vous serre la main en piétinant vos racines. Alors ils firent ce que font les soldats quand personne ne vient. Ils passèrent à l'offensive. Malik passa la nuit sur le clavier, les doigts courants comme un pianiste dans une pièce en flammes. Il associa les sons aux images, les plaques d'immatriculation au visage. Une caméra forestière avait capté l'un des 404 quittant la propriété, logo dissimulé sous du ruban adhésif. Il avait intercepté des ondes pendant l'assaut.
des transmissions courtes que Malik filtra jusqu'à faire apparaître des voix humaines. Zone 2 dégagée. Lumière allumée. Ne l'effrayez pas. Madison resta debout derrière lui, les bras croisés, le visage impassible, tandis que chaque fichier resserrait la corde autour de la vérité. Elle classa tout dans des dossiers identifiés, scanna les documents suspects, dupliqua les enregistrements audio. Elle ajouta la copie d'un faux acte de saisie qu'on avait tenté de placer sur sa propriété quelques mois plus tôt. Elle avait reconnu le tampon falsifié grâce à sa formation militaire sur les biens. Elle se souvenait encore de la façon dont l'encre avait fondu dans la flamme du vieux bidon, la fumée montant comme un signal de détresse. Ils n'envoyèrent pas que des copies. Ils protégèrent chaque clé USB dans un boîtier scellé, ajoutèrent des notes explicatives, précisèrent les dates, les sources, les preuves. L'un des colis fut adressé à une organisation juridique à Lyon, spécialisée dans les abus fonciers. Un autre à un collectif de lanceurs d'alerte basé à Toulouse, disposant de refuges sécurisés. Le dernier fut envoyé à un média d'investigation environnementale à Paris, dont les journalistes avaient déjà vu des voitures brûlées et des témoins disparaître. Aucune adresse de retour identifiable. Aucune empreinte. Malik avait insisté. Puis ils attendirent. Pas avec espoir, avec méthode, comme on surveille une crête après avoir tiré. Quelques jours plus tard, l'un des paquets déclencha une alerte éthique au sein d'un ministère. Discrète, mais entendue. Puis, sans prévenir, 2 journalistes apparurent au bord de la propriété, déguisés en géomètres. Bloc-notes, casquettes, chaussures souples. Ils stationnèrent sans empressement. Mais Madison vit les détails. L'objectif dans le carnet, les regards vers les antennes de Malik. Ils n'étaient pas venus pour la terre. Ils étaient venus pour la vérité. Elle les invita à monter sur la terrasse, leur servit du thé, puis leur donna tout. Les noms, les cartes, les déclarations de voisins trop effrayés pour parler, les journaux vidéo de Malik, les hommes aux lampes frontales dans la nuit, les empreintes de pneus qu'elle traçait à la craie chaque matin, et l'enregistrement de Claude Lemoine disant « On peut faire ça discrètement ou bruyamment, on préfère discret ». L'histoire n'explosa pas, elle s'infiltra, puis s'étendit comme un feu sous les feuilles sèches. Une vidéo de Madison debout sur son porche devint virale. Pas parce qu'elle était armée. Elle ne l'était pas. Pas parce qu'elle criait. Elle ne criait pas. Elle se tenait là, vieille, droite. Les yeux pleins de guerre et de perte, mais toujours debout. Le moment marquant fut sa voix. Calme, basse. On ne traite pas quelque chose comme sans valeur juste parce qu'on veut l'acheter à bas prix. Cette phrase toucha plus profond que la colère. Elle évoquait la dignité. On partagea la vidéo avec des légendes comme « C'est ça, la force » ou « Ma grand-mère aurait fait pareil ». Elle atteignit les groupes de vétérans, les forums fonciers, les communautés autochtones et les cercles juridiques. En 24 heures, elle devint plus qu'un témoignage. Elle devint un avertissement. Des convocations suivirent, des noms disparurent des organigrammes. Les prédateurs fonciers s'éparpillèrent. Certains se cachèrent derrière des sociétés écrans dissoutes. D'autres furent arrêtés pour des délits jusque-là étouffés. Le commissaire, intouchable lors des kermesses et réunions publiques, démissionna après qu'une 3e famille évoqua des faits similaires. Menaces, empoisonnement, faux actes. Claude Lemoine disparut des fichiers de Sud Patrimoine 2 jours avant qu'un mandat d'arrêt soit émis à son nom. On ignore où il se trouve. Mais une alerte douanière fut diffusée. L'État reconnut publiquement les droits miniers de Madison, irrévocablement. Un communiqué fut publié à 6 heures du matin, discret, mais remarqué. Une semaine plus tard, son nom fut mentionné lors d'une commission parlementaire. Un exemple pour une réforme législative. Le système n'avait pas changé, pas encore, mais il avait vacillé. Les enregistrements de Malik, méticuleux, horodatés à la seconde, servirent de base à quelque chose de plus vaste. Une cellule spéciale fut ouverte. 3 départements. Des dizaines de plaintes similaires, ignorées, classées, jusqu'à ce que le paquet de Madison brise le silence. Elle ne fut jamais convoquée, jamais forcée à témoigner. Les preuves parlaient pour elle. Madison ne se vanta jamais, ne monta pas sur une estrade, ne serra pas de main sous les flashs. Elle recommença à arpenter sa terre, lentement. Sa canne remplaçait le fusil. Son rythme, toujours sûr. Les champs étaient plus calmes. Les clôtures, redressées par ses mains, tenaient bon.
le blé poussait à nouveau, doré, plein. Aucun pneu ne le foulait cette saison. Malik, à la fenêtre, saluait parfois. Son fauteuil stationnait près du centre de contrôle qu'ils avaient construit ensemble. Une muraille d'écrans, d'antennes, de disques. Une couverture cousue à partir d'anciens uniformes reposait sur ses genoux. Sur la terrasse, la chaise grinçait sous le poids de Madison. Sa main passait sur le bois, lentement, comme pour en mémoriser chaque fibre. Un jour, alors que le vent effleurait le blé comme une voix douce, Malik tourna les yeux vers elle, un sourire sans amertume, seulement vérité. « On est toujours là. » Madison sourit, le regard fixé à l'horizon. « C'est la seule chose qui compte. »